Bonsoir à tous, il est 20h passé, on va pouvoir commencer ce webinaire, le dernier de septembre. On est ravis de vous accueillir encore nombreux ce soir, on va pouvoir laisser un peu les gens finir de se connecter. Je suis Benjamin, vous n'allez pas m'entendre très longtemps, je vais simplement introduire le webinaire et puis après je vais laisser la parole à notre orateur de ce soir. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Willy Grasset, le docteur Willy Grasset, qui est chirurgien spécialisé en chirurgie du pied et de la cheville, et il exerce donc à la clinique de la Sauvegarde et au Lyon Orthoclinique. Et il est notamment membre titulaire de l'Association française de chirurgie du pied. Ce soir, le docteur Grasset va nous parler d'une thématique tout à fait intéressante, qui est la prise en charge des tendinopathies des fibulaires. Et puis, il va nous parler également des gestes chirurgicaux qui y sont associés. Je vais très rapidement lui laisser la parole. Simplement, ceux qui ont l'habitude de suivre nos webinaires savent ce qu'est l'Académie de la cheville. C'est donc des formations en ligne qui sont destinées aux professionnels de la prise en charge des traumatismes de la cheville. Alors, on parle essentiellement de cheville, mais pas que. Ceux qui ont suivi un webinaire il y a 2 semaines avec le docteur Gojenovic ont pu voir qu'on parlait de thématiques plus larges, comme la prise en charge des pathologies sportives, notamment le cas de l'interdisciplinarité. Et donc ce soir, on va avoir un chirurgien spécialiste du pied, qui va nous parler donc d'une thématique bien particulière, qui est la tendinopathie des fibulaires. Petit complément, ce webinaire il est filmé, donc à tous ceux qui prennent le cours de la présentation ou qui veulent revoir ce qui s'est dit, eh bien vous y aurez accès, on vous enverra le lien de la vidéo avec le support de la présentation. Sur le plan technique, je ferai appel un peu à votre indulgence, puisque moi, on est à distance avec le docteur Grasset. Moi, je suis à Chambéry et le docteur Grasset est dans la région le bassin lyonnais. Donc, merci d'être indulgent si jamais je suis pas tout à fait raccord avec le docteur Grasset, mais en tout cas, je vais tout faire pour que ça se passe bien. Dernier point avant de laisser la parole au docteur Grasset, vous avez un onglet questions sur votre écran à droite et en bas. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions au cours de la présentation. Bien évidemment, vous comprenez qu'on ne va pas y répondre pendant la présentation du docteur Grasset, mais par contre, à la fin, on va se prendre un petit temps de questions-réponses pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, j'en ai fini. Je laisse la parole au docteur Grasset, et puis bon webinaire à tous. Merci Benjamin de cette introduction. Merci à l'Académie de la cheville de m'avoir invité à parler de ce sujet passionnant qui est la chirurgie des tendinopathies des fibulaires. Donc on va être amené à discuter de cette pathologie avec un plan qui va s'organiser de la manière suivante. On va d'abord, je vais vous faire une petite introduction, on va rappeler un peu la clinique à ne pas méconnaître. Je vais vous rappeler la série qu'on avait publiée, mais pour pas que ce soit trop soporifique, on va faire ensuite rapidement des cas pratiques avec des images et des approches chirurgicales. C'est souvent ce qui est demandé pour voir un peu comment on traite ces pathologies et quelles sont les lésions anatomiques macroscopiquement visibles. Voilà, donc on va commencer, on va passer à la diapo suivante. En guise d'introduction, si on regarde un peu les publications, a priori, la pathologie des fibulaires avait été décrite de manière originelle par Monteggia en 1803, et j'ai évidemment pas mis la main sur cette publication, une publication italienne. Il aurait décrit cette pathologie chez une danseuse de ballet, donc qui faisait des points, qui sollicitait beaucoup sa cheville en temps latéral, et qui faisait des luxations, même je crois, des tendons fibulaires. C'est une pathologie qui est sous-estimée, puisqu'elle est souvent prise, notamment dans les services d'urgence pour une entorse latérale, puisqu'elle va se présenter avec cliniquement avec une douleur latérale de la cheville et avec une sensation d'instabilité, un œdème. Donc classiquement, c'est souvent, notamment dans le cadre de l'instabilité luxante, de luxation aiguë des fibulaires, c'est souvent pris à tort pour une entorse de la cheville. C'est une instabilité douloureuse, mais sans laxité, puisqu'a priori,
il n'y a pas de laxité de cheville, la fibre italienne est stable, les ligaments sont respectés, c'est souvent une instabilité ressentie, voire une vraie luxation des fibulaires, mais la cheville est stable, sauf quand il y a le continuum entre les deux, qui peut être un continuum réciproque. Savoir que une instabilité latérale de la cheville, lorsque les ligaments sont déficients depuis très longtemps, peut par compensation entraîner une tendinopathie fibulaire, puisque ceux-ci vont être hyper sollicités pour pallier ce problème d'éversion. Et à l'inverse, une pathologie fibulaire peut, dans un cas extrême, lorsqu'il y a des barres dynamiques importantes par des insuffisances tendineuses, entraîner des instabilités ligamentaires de la cheville avec une défaillance ligamentaire et des entorses à répétition. Voilà pour l'introduction. Concernant la clinique, bon, le classique, un interrogatoire, il faut évidemment chercher les antécédents d'épisodes d'instabilité. Alors, une vraie instabilité, des instabilités ressenties, est-ce que c'est une insécurité, est-ce que c'est une instabilité lors de la pratique des terrains instables, est-ce qu'il y a des vraies entorses, est-ce que c'est vraiment cette sensation d'insécurité. On regarde aussi s'il y a des antécédents fracturaires, pour voir s'il n'y a pas eu des cales vicieux, des troubles osseux qui pourraient favoriser cette symptomatologie. Une pathologie systémique favorisante, notamment dans les tendinopathies non luxantes, comme un diabète, une maladie métabolique. Les antécédents d'infiltration, puisque à force d'infiltration, on pourrait se poser la question de la rupture secondaire à l'infiltration. C'est souvent, les tendons fibulaires sont souvent infiltrés, et on peut se poser la question de savoir si c'est pas des lésions qui peuvent être faites par des infiltrations répétées, quel type de sport, l'intensité et le tabagisme, de manière classique dans l'interrogatoire. À l'examen physique, on va donc retrouver un œdème rétromalléolaire latéral, on le voit bien sur la photo du haut, cette énorme poche qu'il y a en arrière de la malléole externe, qui est une tendinopathie exudative des fibulaires avec une augmentation de la synovie dans la gaine. Une douleur rétromalléolaire, on peut observer un claquement tendineux, notamment lorsqu'on le fait en manœuvre contrariée. On voit sur la photo du milieu les tendons fibulaires qui sont passés en avant de la malléole latérale, notamment lorsqu'on fait une version contrariée, ça va faire luxer, on va avoir comme conséquence de luxer les tendons en avant de la malléole. Il faut rechercher aussi une hypertrophie du tubercule calcanien des fibulaires qu'on recherche à la palpation. Et à la palpation, plus postérieure et distale, en arrière de la malléole, on peut des fois trouver un tubercule hypertrophique qui peut entraîner des lésions de passage, comme un peu la corde sur la falaise qui râpe sur la pluie de réflexion du tendon fibulaire. On peut retrouver un varus de l'arrière-pied, c'est ce qu'il faudra systématiquement chercher, qui peut être un facteur favorisant. On le voit sur la photo du bas ou sur la cheville de droite. Vous voyez bien qu'il y a un varus probablement osseux, constitutionnel, voire post-traumatique, ça dépend bien du patient, qui peut favoriser donc, la tendinopathie fibulaire. Et associé à ça, qui peut être donc soit une cause, soit une conséquence, on recherchera un problème ligamentaire de la cheville avec une vraie laxité latérale et une instabilité ligamentaire. Concernant l'imagerie, d'abord, je vais vous montrer on est encore sur la clinique, une petite vidéo concernant, je sais pas si c'est pas trop saccadé, mais on voit là sur cette cheville gauche, lorsqu'on fait là je remets les tendons en arrière de la cheville, lorsqu'on fait une éversion contrariée, on voit les tendons qui vont claquer en avant de la malléole externe. Alors, je ne vois pas très bien parce que c'est un peu saccadé, mais on les voit pas qui viennent de passer en avant. Donc lorsque vous êtes pressé, lorsque vous maintenez l'avant du pied de votre patient et que vous demandez de faire une éversion, vous pouvez mettre en évidence cliniquement une luxation des fibulaires avec cette instabilité, avec ces tendons qui passent en avant la malléole externe. Sur la vidéo suivante, on voit qu'en fait, on peut aussi le provoquer juste par pression des doigts. Dans certaines lésions chroniques, on n'est plus sur une douleur aiguë. On arrive, après les avoir bien identifiés en arrière, on les fait remonter en avant de la malléole, et hop, ils passent par devant la malléole, qui témoigne d'une lésion du rétinaculum supérieur des fibulaires. Et enfin, il y a une autre chose à vérifier, c'est quand vous examinez vos patients, il faut les faire marcher. Et de temps en temps, sur cette cheville gauche, vous voyez qu'il y a un varus dynamique
correspond à une insuffisance des fibulaires et une insuffisance des versions, notamment lors du passage du pas. On le voit quand cette dame elle tourne au fond de la salle là-bas, et puis on le voit quand on regarde les chevilles de l'arrière lorsqu'on les fait marcher. Et là, on a passé le cap de la tendinopathie, on est sur une insuffisance fonctionnelle, et cette insuffisance fonctionnelle, elle peut mener justement à des instabilités ligamentaires par compensation ligamentaire euh, dans la cheville. Bon, on n'a pas métallisé, mais c'est pas très grave. C'est pour insister sur le fait que l'examen clinique doit comprendre au minimum une analyse de la marche en dynamique, et il faut au moins un recul de 6 mètres pour pouvoir faire une analyse correcte de la marche qui soit reproductive. Concernant l'imagerie, bon, c'est une imagerie classique. Il faut faire une radiographie de débrouillage, et des fois, on est amené quand même à retrouver sur ces radiographies des éléments intéressants. On voit sur la radiographie gauche, sur la partie gauche de l'image, sous la maladie externe, un tubercule saillant des fibulaires, un tubercule calcanéen, hein, qui vient donc faire, comme je disais tout à l'heure, l'équivalent de la corde qui râpe sur la falaise. On imagine bien qu'avec ce tubercule saillant, le tendon qui va râper dessus peut faire une fissure, faire une tendinopathie. Parfois même, ces tubercules sont tunnellisés, et le tendon aura même du mal à passer à l'intérieur. Si en plus il est hypertrophié, voire qu'il a un kyste, ça va faire comme un effet de doigt à ressaut pour la main. On va avoir une tendinopathie avec une lésion de passage dans le tunnel. Sur la malléole externe, sur la photo du milieu, on voit bien cette avulsion osseuse qui correspond à un signe indirect d'une lésion du rétinaculum supérieur des fibulaires lors d'une instabilité, lors d'une luxation des fibulaires. Et sur la photo de droite, on y reviendra tout à l'heure, on voit un volumineux ospéronium fracturé à la jonction calcanéo-cuboïdienne, à l'endroit de la pluie de réflexion du long fibulaire, lorsqu'il passe sous la plante du pied. Le long fibulaire, lorsqu'il est fissuré, il est souvent fissuré à cause d'une fracture du long de l'ospéronium qu'on voit sur cette radio. Donc la radio est très importante. On peut aussi voir un varus de l'arrière-pied, en tout cas l'objectiver avec des clichés linéaires. L'échographie est très performante dans les mammifères. Elle va nous mettre en évidence un épanchement dans la gaine, elle va nous mettre en évidence de manière dynamique la luxation des fibulaires, et on va voir aussi toutes les fissures en fonction des différents tendons. L'IRM est performant, mais gare au fameux angle magique des radiologues, qui des fois entraîne des faux positifs avec une impression de tendinopathie, alors c'est un hypersignal qui n'est absolument pas significatif. Et le scanner, ça va être en fonction de ce qu'on veut rechercher. Est-ce qu'il y a une gouttière suffisamment creusée, un tubercule saillant pour le mettre plus dans l'évidence, etc. Ensuite, la diapo suivante. Alors, quand est-ce qu'on les opère? Il ne faut évidemment pas les opérer systématiquement. Une tendinopathie non fissuraire, généralement, est accessible à un traitement non chirurgical. C'est très rare. En tout cas, pour ma part, je crois que j'en ai jamais opéré des non fissuraires. Donc, on va se poser la question de l'intérêt ou pas de la chirurgie dans les pathologies non fissuraires, avec une arthroscopie, non tendinoskopie, ça on pourra en discuter. Mais moi, je pense vraiment que la plupart du temps, les pathologies non fissuraires sont accessibles à un traitement non chirurgical. Et alors, traitement non chirurgical, il faut les examiner. Si vos patients ils disent qu'on leur a prescrit des semelles et qu'on leur a réalisé des semelles, il y a deux types de semelles. On voit sur la photo du haut, à mon avis, une semelle qui est fondamentalement insuffisante. Et on pense peut-être que quelqu'un a voulu mettre un point talonnier pronateur. Bon, ça n'a pas l'air d'être très efficace. En revanche, la photo du tout montre une semelle avec un point talonnier valgisant, un anneau talonnier stabilisant. Il y a une vraie fabrication de la semelle. Le tendinopathie fissuraire, avec leur risque de rupture ou de non-cicatrisation après une évolution médicale qui a été un échec, vont être amenés à être opérés. Et les luxations du fibulaire, normalement, sont chirurgicales en aigu ou en chronique, parce qu'elles vont entraîner une instabilité avec un risque de fissure et un risque d'aggravation de la lésion du violet maculaire. On avait donc publié une série en 2012 qui relatait 17 patients, ce qui que des pathologies non fissuraires, avec 4 ans de recul. J'étais sur des chirurgies assez ouverts, avec des sutures essentiellement, et on avait retrouvé quand même un bon recul, des très bons résultats de réparation simple des tendons. Il y avait des lésions différentes sur des tendons différents.
C'est pour montrer que c'est quand même une chirurgie qui fonctionne bien et qui a été publiée. Alors, comment est-ce qu'on va donc opérer ces pathologies tendineuses? Premièrement, on va passer un petit peu tous les différents tendons. Le court fibulaire, c'est classiquement celui qui est le plus touché. Pourquoi? Parce que c'est un tendon qui est plat, qui est plaqué entre la malléole fibulaire et le tendon long fibulaire, et il va donc se retrouver un peu coincé entre l'os et le tendon en arrière. Du coup, il va se fissurer. Donc, on va faire un abord rétromalléolaire latéral. On va ensuite ouvrir la gaine en respectant bien évidemment, on voit sur la photo d'après, le rétinaculum supérieur des fibulaires, puisque ça évitera d'avoir une luxation secondaire. On va ensuite mettre en évidence les différents tendons, la fissure. On voit ici que le muscle du court fibulaire, il semble un peu déjà bassifié. On se pose la question de savoir s'il n'y a pas une hyperpression dans la gouttière due à un corps musculaire qui est trop bassifié. Là, il devrait déjà être probablement presque que tendineux, le court fibulaire. Donc déjà, il y a une hyperpression calcaire par un muscle normalement bassifié. On voit sur la photo suivante qu'il y a une fissure véritable du court fibulaire qui est hypertrophiée. Donc on va être amené à réparer cette fissure, mais d'abord on va donc rééduquer cette partie qui finalement ne sera pas fonctionnelle, qu'on voit sur la photo d'après, et on va en profiter pour rééduquer en même temps ce muscle du court fibulaire qui est évidemment trop distal et donc qui entraîne une tendinopathie fissuraire. On va donc ensuite donc réséquer ce muscle, puis ensuite suturer la fissure après avoir libéré cet espace rétromaléaire. On voit que finalement on a gagné de l'espace dans la loge. Ensuite, on répare la fissure par un surgel pour réparer le tendon, qu'on appelle une tubularisation. Et ensuite, on va être amené à remettre les éléments comme on les avait trouvés à la base, c'est-à-dire à suturer la gaine et à suturer la peau, donc une fonction cicatricielle cutanée qui est plutôt modeste. Donc le court fibulaire, voilà, fissure classique, on suture la fissure, on vérifie toujours s'il n'y a pas un problème de gouttière malléolaire insuffisamment creusée, on regarde si le pouls est bien en fin d'intervention, on regarde comment il se comporte par rapport au long fibulaire et où se retrouve la fissure. On passe ensuite au long fibulaire. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que le long fibulaire, il est généralement fissuré s'il a un os péronéum, son 5 est fracturé. On voit sur la radio, je l'ai entouré sur la photo suivante, l'os péronéum qui est fracturé. Et en fait, on pourrait penser qu'il y a une perte de continuité tendineuse, mais en fait, c'est surtout une fibrose qui s'est installée entre les deux morceaux osseux, qui fait qu'il y a une vraie douleur et une tendinopathie qui s'installe du fait de cette fracture intratendineuse osseuse. Donc on va faire un abord intramalléolaire, donc un peu plus distal que tout à l'heure, vu qu'on va être au niveau de la calcanéo puis des gaines pour aller voir le tendon au moment où il tourne sous le pied. On va ouvrir la gaine, gare nersurale, évidemment, c'est lui qui fait peur, notamment quand on est sous l'arthroscopie. On ouvre la gaine, on va ensuite mettre en évidence le tendon, on voit le court fibulaire en avant, le long fibulaire en arrière, qui est rond, et puis cette hypertrophie avec cette hyperémie synoviale autour du tendon, et donc la lésion qui est identifiée. Dans la pince, on sent que cette figure correspond à l'os péronéum fracturé. On va ouvrir en digastrique ensuite le tendon, et puis donc on fait un abord intratendineux, et puis ensuite on va retirer la partie proximale osseuse. Vous voyez dans la pince qu'on a séparément, on le retire ensuite pour aborder la partie distale, donc la partie fracturaire. La deuxième partie, donc ça c'est la partie du haut qu'on a vu sur la radio. On prolonge ensuite l'incision et on va donc par l'abord distal complémentaire qui est vraiment juste au niveau de la cornité, ça tourne, on est vraiment sous la calcanéo fibullienne. On va aller enlever la deuxième partie osseuse qui est donc le fragment distal qu'il faut enlever, qui est douloureux par cette mobilité qui persiste entre les deux. Et là, on se retrouve finalement devant un tendon qui est continu. J'en ai jamais vu de non continu, il y a toujours continu, mais évidemment il est un petit peu fragilisé, donc on va le suturer, on va faire une réparation tendineuse du musculaire,
va faire une structure classique en mieux dans sa chair, hein, et puis on va ensuite réparer la gaine, refermer la gaine qui est individualisable, et ensuite refermer la peau comme il. Un cas particulier, c'est le peroneus quartus, qu'on appelle le quatrième fibulaire. Là, on parle dans la tendinopathie du fibulaire du court fibulaire, du non fibulaire. Il existe un troisième fibulaire qui est antérieur à la cheville, qui ne fait pas partie de la tendinopathie du fibulaire. Ce n'est pas les verseurs, c'est pas la même physiologie. En revanche, le peroneus quartus, c'est un quatrième fibulaire, c'est un muscle inconstant qui peut se retrouver donc de manière surnuméraire dans la gaine et dans la gouttière rétromalléolaire, et donc provoquée par hypertrophie, enfin par hyperpression, comme un muscle du court fibulaire trop bas situé, des tendinopathies du fibulaire. Alors, il est souvent pris à tort d'ailleurs par les radiologues, notamment en IRM, pour une fissure du court fibulaire, puisqu'on a l'impression que c'est un dédoublement de tendon, et en fait c'est un vrai tendon à part entière. Il y a un muscle qui peut communiquer, même dédoubler du court fibulaire, et puis il a une insertion qui est complètement inconstante en distal, qui peut être sur la malle externe, qui peut être sur la cinquième métatarsienne plutôt, sur le calcanéum, et donc s'il est absolument pas fonctionnel, il fait partie de la pathologie, donc on va être amené à la réduction, on le voit bien, donc c'est bien individualisable, en dehors du court fibulaire qui ne présente aucune fissure, le long fibulaire, donc on a abordé la partie latérale de la cheville comme la première fois, hein, à savoir qu'on a bien préservé le rétinaculum supérieur et fibulaire. On voit sur la photo d'après qu'on est bien dans l'évidence, donc c'est différent tendons, et donc on va ensuite le réséquer pour enlever cette tendinopathie qui est liée à une hyperpression dans la loge, et on voit derrière, dès qu'on enlève cette partie musculaire importante, qu'on a donc libéré de l'espace dans la gouttière rétromalléolaire. On va ensuite suturer la gaine, comme d'habitude, pour faire un peu ce qu'on fait, ça anatomiquement. Une autre pathologie, c'est le tige fibulaire, qui est plus rarement rencontré, et on imagine bien que lorsque le tendon fibulaire présente une tuméfaction volumineuse, il aura du mal à glisser dans cette gouttière, encore une fois, il va faire des douleurs rétromalléolaires. Donc on voit sur cette photo chirurgicale, on voit bien ce kyste intratendineux, hein, donc on avait prélevé, qu'on avait envoyé en examen, de manière entière sans fractionner, qui est absolument bénin, mais qui pouvait expliquer la pathologie volumineuse et des douleurs qu'on pourrait ressentir face. Sur la photo suivante, on remet en évidence un autre kyste du tendon, hein. On voit cette tuméfaction qui va avoir du mal à coulisser dans la gouttière. On passe ensuite aux luxations des fibulaires. Ça, c'est une pathologie qui est quand même très importante à connaître, qui est souvent méconnue, et souvent sous-diagnostiquée, on dit tout à l'heure, par rapport à son diagnostic différentiel qui est l'instabilité ligamentaire de la cheville. C'est une véritable dislocation des tendons en avant de la malléole latérale, et donc il y aura une insuffisance des éverteurs avec un arrêt dynamique lorsqu'il y a une pathologie chronique, et donc lorsqu'on va lorsqu'on va les faire remarcher le patient, et donc il peut y avoir des retentissements à la fois sur le tendon avec des risques de fissures et puis des risques de rupture, et puis à la fois sur la cheville. Donc sur un premier cas tout simple, là c'est une vue opératoire avant d'inciser, on voit les tendons qui sont luxés, c'est une cheville droite, on voit les tendons en avant de la malléole latérale, on peut les replacer en poussant avec le pouce pour les remettre en arrière de la malléole, on voit sur la diapo d'après, et donc on les a réduits, on les a ramenés en arrière de la malléole externe, ce qui témoigne bien d'une lésion du rétinaculum supérieur, et c'est la première lésion qu'il va falloir analyser, la première lésion qu'il faudra réparer probablement. On fait donc un abord rétromalléolaire latéral, on va aller faire un petit peu le diagnostic anatomique de ce qui se passe. On voit cette hyperémie synoviale, hein, qui témoigne d'une luxation aiguë. On va ouvrir donc cette synoviale, cette veine. On voit la lésion du rétinaculum. Hein. On n'a pas, celle-ci, elle n'est pas respectée comme on l'avait fait tout à l'heure, parce qu'en fait, elle est déjà ouverte. Et on voit ces tendons hyperéminés en arrière de la malléole. Et on peut imaginer que
en fait, en remettant un peu la cheville en éversion, c'est ce qu'on voit sur les photos d'après, que les tendons, en fait, voilà à quoi ça correspond. Lorsqu'ils sont luxés, on le voit sur la photo suivante. Voilà, ça c'est une luxation des fibulaires, il passe en avant de la manœuvre, c'est ce qui se passe lorsque la peau est fermée, en fait, le tendon passe en avant, puisque la petite bandelette fibreuse qui est rétromalléolaire est cassée, et donc il y a un passage en avant de la malléole. On va donc les mettre en arrière, les remettre en arrière de la malléole. On va vérifier qu'ils coulent bien. C'est là qu'il faut absolument faire attention à, à, au creusement malléolaire postérieur, à savoir est-ce qu'il y a une insuffisance ou non du creusement malléolaire. Les tendons coulent bien. C'est une lésion en plein corps, ce qui est relativement rare, parce que souvent c'est des arrachements osseux, ostéopériostés, comme on l'a vu sur la radio du tout début, où justement avec ce petit arrachement osseux, en fait, tout le rétinaculum est parti. Là, le rétinaculum est coupé au milieu, donc on va aller pouvoir le suturer. C'est ce qu'on voit sur la après. On va faire donc des points directs du rétinaculum, puis ensuite on va refermer la gaine pour que ça coule, pour qu'il n'y ait pas de problème de glissement, et on ferme, on fait une fermeture cutanée qui montre que la fonction cicatricielle n'est pas majeure. Il y a un autre cas ensuite de luxation des fibulaires, là, plus compliqué. Donc après avoir abordé de la même manière la partie rétromalléolaire de la cheville, là c'est pas une cheville droite mais c'est une cheville gauche. Donc on voit le court fibulaire en avant, le long fibulaire au milieu. On voit une fissure qu'on pourrait prendre d'ailleurs pour un péronéus corpus, un quatrième fibulaire, mais qui est en fait une fissure du court fibulaire avec un muscle qui est un peu bas situé. On voit bien que le muscle il arrive quasiment derrière le rétinaculum et un rétinaculum distendu. On va donc ensuite sur la photo suivante, essayer de réduire ces tendons en arrière de la malléole et on se rend compte que finalement c'est difficile de les réduire. Pourquoi? Parce qu'on remarque qu'il y a une insuffisance de creusement de la litière rétromalléolaire, il y a même un bombement rétromalléolaire. Sur la photo d'après, on se rend compte que les ciseaux, on n'arrive pas à les mettre derrière la malléole. Il y a un bombement de cette malléole, il y a une vraie insuffisance de creusement, il n'y a plus de restriction des tendons fibulaires. Sur la photo d'après, on va donc creuser cette malléole, on va donc faire recréer une litière qui n'était pas là depuis l'origine, hein. Donc pour pouvoir donner la place au tendon, donc on creuse, bon, après selon les écoles et selon les convictions de chacun, on peut faire ça de manière sous périostée pour éviter peut-être les adhérences post-opératoires, on peut faire ça avec une vis comme je fais, parce que de toute façon, ce qu'on veut, c'est quand même privilégier une stabilité. Donc, on fait un creusement malléolaire, on voit ensuite sur la feuille d'après qu'on va donc pouvoir à nouveau passer les ciseaux derrière la malléole. On voit bien que, hop, sur la feuille d'après, on voit bien que les ciseaux passent en arrière de la malléole. On a donc recréé une litière pour pouvoir replacer les tendons à la fin de l'intervention. Sur la photo d'après, on se rend compte du coup que la réduction est possible. On va donc maintenant réparer les lésions. On va donc désépaissir le rétinaculum qui est distendu de manière chronique. On va enlever la fissure du court fibulaire. On va retendre le rétinaculum et puis ensuite le réinsérer par des points transosseux à travers la malléole latérale pour replaquer les tendons en arrière donc de la malléole latérale, voilà, et qui donc maintenant auront la place de coulisser dans une litière fraîchement créée. On suture ensuite tout ça par des ponts classiques, on referme bien évidemment la gaine pour éviter les problèmes d'adhérence, et puis on voit que la fonction cicatricielle, encore une fois, n'est quand même pas majeure. Un autre cas, là c'est on combine les plaisirs, le péronéus quartus et la luxation. On peut être amené à voir donc dans ce cadre-là, on voit sur cet abord, on voit un péronéus quartus en avant qui n'est pas une luxation d'une fissure du court fibulaire, mais qui est bien un muscle à part entière. On voit le court fibulaire
en arrière de la malléole latérale. Le long fibulaire, on voit cette malléole latérale chauve, puisqu'il n'y a plus du tout de rétinaculum, contrairement au premier cas qu'on avait tout à l'heure avec une lésion en plein corps. Là, on va, comme le deuxième cas, être obligé de réinsérer le rétinaculum par des points transversaux. Sur la photo d'après, on voit donc ce péronéus corpus qu'on va réduire sur la photo d'après. On voit qu'on le ramène en arrière. Et donc, il y a quand même un peu trop de monde en arrière de cette malléole. Donc, étant donné que celui-là n'est pas fonctionnel, on va être amené à la réduire. On voit sur la photo suivante que c'était une initiation chronique avec une lésion de passage, une petite fossette qui avait créé le péronéus corpus. On voit sur cette malléole latérale une empreinte qui avait été faite par la mauvaise position chronique de ce péronéus corpus. Donc on l'a réséqué, on retend le rétinaculum comme on a fait pour le cas d'avant, et on va ensuite réinsérer le rétinaculum par des points transversaux pour replaquer les tendons en arrière de la malléole latérale. On voit sur la photo d'après, voilà. Donc on a recalqué tout ça, et on voit encore cette petite fossette qui persiste, parce que c'est une empreinte osseuse chronique, il n'y a pas par ça tout de suite. Voilà, on suture ensuite tout ça, on suture évidemment la gaine, et on referme la peau, convenable. Concernant le continuum dont je vous parlais tout à l'heure. Donc en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a donc un continuum réciproque entre l'instabilité ligamentaire de la cheville et la tendinopathie fibulaire. Soit l'un est la cause de l'autre, soit l'inverse. Je vais vous montrer une cas d'une patiente qui avait une instabilité chronique de la cheville, donc elle avait une instabilité ligamentaire de la cheville, elle avait des entorses à répétition avec des ligaments détaillants, et puis à force de faire des instabilités chroniques de la cheville, elle a fait une tendinopathie des fibulaires, une tendinopathie qui s'est transformée en tendinopathie fissuraire des fibulaires, et puis un jour elle a refait un véritable accident d'instabilité, il n'y a plus de ligaments, mais à force de faire un accident d'instabilité, non seulement les ligaments étaient déficients, les tendons fibulaires étaient insuffisants, et donc elle a fait une vraie fracture qu'on voit sur la radio, qu'on voit sur le scanner 3D, une fracture du dôme latéral talien avec cette lésion de type F de la classification de la CEPA et de Verne TR6 stade 4. On voit ce retournement du fragment ostéochondral. Donc on a vraiment été au bout de la pathologie. On voit ensuite, donc, on a été l'opérer. Évidemment, cette dame pour retracer ce fragment osseux. Alors on peut aussi se poser la question de savoir si tu allais faire ça ou pas sous l'arthroscopie. Moi, je suis encore un grand défenseur de la chirurgie à cellulaire pour ce type de pathologie. On fait donc un abord latéral. On va mettre en évidence les différentes lésions. On voit une lésion du rétinaculum supérieur du fibulaire, puisqu'il a été sursaturé et qu'après on verra même une fissure du fibulaire. On voit une lésion fraîche en plein corps du ligament calofibulaire antérieur, la partie antérieure du ligament latéral externe. On voit ensuite sur la photo d'après la lésion du ligament calcanéofibulaire. On récline les tendons fibulaires, on voit cette lésion, donc cette infiltration du ligament calcanéofibulaire. On va ensuite mettre en évidence la syndesmose, qui elle est intacte, avec ce ligament nacré, le ligament tibiofibulaire antéro-inférieur. On met en évidence déjà de loin cette petite fracture avec ce fragment ostéochondral talien, donc on avait tout à l'heure. Donc on va être amené à refixer par une vis en pluie. On voit, je crois, sur la diapo d'après, donc ça c'est la lésion ostéochondrale. On va refixer donc ensuite le fragment osseux puisqu'il est suffisamment volumineux. Et puis ensuite on va reconstruire les ligaments après avoir fait le bilan des tendons fibulaires. On voit cette tendinopathie chronique du cours fibulaire avec une énorme lésion intratendineuse qu'on va être amené à suturer puisque ça c'est l'insuffisance tendineuse post-insuffisance ligamentaire. Donc on voit cette tendinopathie chronique avec cette fissuration multiple dans le tendon. Donc on fait un parage des lésions comme le recommandait Alfred de Brodsky dans une première série qui avait été publiée sur les tendons fibulaires. Et on va être amené à faire une future tubularisation de ce tendon pour le réparer. Ensuite, on va suturer les ligaments qui sont là, qui sont devant nous. On ne demande que ça, parce que c'est une lésion fraîche. On n'opère jamais les lésions fraîches. On n'opère jamais une lésion ligamentaire, on peut faire en aiguë, mais lorsqu'il y a une fracture et lorsqu'il y a une lésion comme ça,
façon, on était amené à les opérer, donc autant faire une réparation des ligaments. Sur la photo d'après, on voit donc cette structure du ligament talofibrillaire antérieur. Sur la photo suivante, on a donc réparé tout le complexe capsulo-ligamentaire latéral, puisque la partie latérale de la cheville ligamentaire n'est pas qu'un seul ligament talofibrillaire antérieur et qu'un seul ligament calcanéofibulaire. C'est un véritable complexe ligamentaire latéral qu'il faut construire avec les lésions capsulaires, etc. Et puis on a ensuite fermé cette cheville. Il y a quelques gestes associés qu'il faut noter. Alors, bon, on fait beaucoup de pathologies du sportif et les tendons fibulaires sont quand même souvent la pathologie du sportif. Ça peut être aussi une pathologie dégénérative puisqu'on intervient des fois sur des lésions chroniques dégénératives. Chez les sportifs, il faut éviter de faire des gestes associés, mais de temps en temps, dans des grands varus de l'arrière-pied, comme on a vu tout à l'heure avec un varus osseux calcanien, et donc qui va être l'une des causes des échecs de ligamentoplastie, on le sait bien, et puis des échecs de réparation des fibulaires, puisque le varus calcanien va entraîner une hyperpression latérale et va donc potentialiser les récidives sur ces lésions tendineuses. Donc on peut être amené à faire des gestes calcaniens, mais gare aux sportifs, parce que c'est quand même, c'est pas les mêmes suites, c'est pas le même suivi post-opératoire qu'une phase préparation tendineuses. On peut être amené à faire une ligamentoplastie de la cheville si on est dans le cas d'une instabilité chronique post-instabilité tendineuse, ou l'inverse, un creusement malléolaire en asie, réséquile tubercule hypertrophie fibulaire, comme on l'a dit tout à l'heure sur la première radio, si effectivement c'est une cause de lésion fissuraire par friction. Hein. Et puis, alors après, dans certains cas, on peut être amené à gérer un avant-pied entéromédial, puisque la chute du premier métatarsier peut entraîner un varus de l'arrière-pied. On est sur des pathologies plus compliquées. Je vous montre juste une vue chirurgicale et un tout petit dossier de ce qu'on peut faire sur un geste calcanien. Là, vous voyez qu'on a un arrière-pied varus entre le pied droit qui est à gauche de l'écran et le pied gauche qui est à droite de l'écran. Sur le pied droit, il y a un varus de l'arrière-pied. Sur le pied gauche, il y a un valgus. Sur la photo d'après, voilà le type d'intervention qu'on fait. On fait donc une ostéotomie en Z, qui a été décrit par Malherba depuis un petit moment. Donc, je vous ai matérialisé les traits d'ostéotomie. Donc, on enlève un coin et puis on va faire valgiser le calcaneum. On voit sur la radio post-opératoire qu'on a gagné quasiment 9 degrés en valgisant, en enlevant un petit point latéral. Et on voit le trait d'ostéotomie sur la radio de gauche. Donc, là, c'est bien plus compliqué. Donc, en conclusion, la tendinopathie fibulaire, c'est une pathologie qui est quand même relativement sous-estimée parce que des fois, elle est méconnue des services d'urgence. Gare à l'expression des fibulaires, il faut vraiment mettre en évidence. À la limite, la pathologie tendineuse fissuraire chronique, on a le temps de la mettre en évidence, mais la pathologie aiguë, il faut bien y penser. Ça demande un examen clinique spécifique, bien vérifier que l'ordre-dynamique que les tendons sont en arrière de la main latérale, et ça doit faire partie systématiquement du diagnostic quelconque d'une cheville, que ce soit pour une douleur, que ce soit pour une instabilité ligamentaire. Il faut aller examiner les tendons fibulaires. La pathologie non luxante et chirurgicale, s'il y a un échec de traitement fonctionnel et surtout si elle est fissuraire, rarement, voire très rarement, c'est non fissuraire. La pathologie luxante, elle est quasiment toujours chirurgicale. Faire une chirurgie reproductive en réparant les lésions. Hein. Faut pas juste faire des creusements malléolaires, alors que la première chose à faire, c'est quand même de réparer la lésion causale, notamment d'une luxation, c'est-à-dire la lésion du rétinaculum supérieur du fibulaire. Et on a démontré que ça donnait une amélioration fonctionnelle significative. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté le propos sur cette pathologie très intéressante. Donc voilà, bah merci à vous, docteur. On va pouvoir passer à une petite séance de questions-réponses. Donc je vous invite à les poser dans votre onglet en bas et à droite. Donc on a déjà des questions qui sont arrivées. On a Denis qui nous pose la question quel type de douleurs sont décrites par les patients lors d'un problème du quatrième fibulaire?
Quel est le diagnostic différentiel pour celui-ci? Ah bah, c'est très difficile cliniquement de mettre en évidence de manière spécifique une tendinopathie du quatrième fibulaire. C'est un tableau de tendinopathie fibulaire, c'est-à-dire que une gouttière rétromalléolaire avec un œdème possible, une douleur rétromalléolaire, une douleur à l'éversion contrariée, une instabilité douloureuse ressentie sans laxité chez encore une fois, mais pour dire que c'est absolument le quatrième fibulaire qui est responsable, moi je pense que c'est pas possible. C'est l'imagerie qui va nous aider là-dessus. Et c'est ensuite l'abord chirurgical. Des fois, on avait une imagerie qui nous parlait soit d'une fissure du cours fibulaire, soit d'une tendinopathie avec, on n'avait pas forcément de grands diagnostics qui mentionnaient le quatrième fibulaire en préopératoire. C'est lors de l'intervention, des fois, qu'on peut nous dire en disant, c'est pas un cours fibulaire fissuré, mais c'était bien un périnée sportif. Donc, c'est pas vraiment la clinique qui va être spécifique d'une pathologie quatrième fibulaire. Ensuite, on a Mehdi. Quelles sont les causes ou les mouvements qui déclenchent une tendinopathie fibulaire? Et est-ce qu'il y a un risque de récidive? Alors, un risque de récidive, ça dépend si on parle des tendinopathies fissuraires ou des tendinopathies luxantes. A priori, les tendinopathies fissuraires, si on a géré la fissure et qu'il n'y a pas de pathologie causale, ni systémique, ni architecturale, bon, une fois que c'est réglé, s'il y a une bonne prise en charge auto du patient avec des semelles, avec si c'est quelqu'un qui court avec de bonnes habitudes de course, il n'y a pas vraiment raison que ça récidive. La pathologie luxante, c'est différent. Il faut vraiment bien prendre en charge le malade au niveau anatomique. Moi, j'ai opéré déjà des patients qui avaient eu une première chirurgie, et on se rend compte lors de l'abord que finalement, par exemple, la malléole latérale était restée bombée, donc le chirurgien n'avait pas forcément vu qu'il manquait de creusement rétromalléolaire. Donc, ça peut être amené à récidiver. Donc, gare à ce qu'on opère, et notamment dans les pathologies luxantes, encore une fois, gare à comment on manage le post-opératoire. Il faut quand même une période de repos, il faut que ça cicatrise, il faut laisser ensuite la place au kinésithérapeute pour retravailler la force et la bonne dynamique dépendante. Alors ensuite, Alain, déjà vous remercie pour ce topo très complet. Et ensuite, il demande quelques mots à propos. Est-ce que vous avez aussi opéré des subluxations? Les subluxations, non. J'en ai pas opéré les subluxations. Alors, les subluxations, je pense qu'il doit parler de subluxations intertendineuses, c'est-à-dire des subluxations qui restent dans la gaine, ou pas des luxations qui passent le rétinoculum et qui sont témoins d'une lésion du rétinoculum supérieur du fibulaire. Moi, j'en ai une personnellement de luxation intertendineuses, c'est-à-dire que les deux tendons arrivent à se subluxer dans la manœuvre. Et moi, je trouve que c'est absolument pas un problème. Bien sûr, ça claque, on les entend, mais vous pouvez très bien faire du sport si c'est bien pris en charge. C'est-à-dire qu'il faut aller mettre des semelles, il faut être un petit peu en valgus, il faut regarder comment on marche. Je vais faire un bilan podologique avec les podologues avec qui je travaille. J'ai une très mauvaise habitude de marche, je marche un petit peu en varus, j'use mes chaussures un petit peu en postéro-latérale. Donc, en fait, c'est parce que je marche mal que finalement, peut-être mes tendons ont une mauvaise course. Donc, aller opérer la subluxation intertendineuse, pour moi, c'est une ville d'escalier, c'est peut-être une horreur, mais aller enlever ces petites bandelettes qui sont entre deux tendons, ce que je veux pas, c'est que les gens soient douloureux. Et a priori, l'instabilité, hormis quand on a une vraie insuffisance fonctionnelle tendinomusculaire, elle est quand même due à une douleur, et les gens, ils ont de l'appréhension par rapport à cette tendinopathie, ils sont instables parce qu'ils sont douloureux dans le temps. Donc, il faut que c'est réglé. Mais je n'ai pas opéré de subluxation intertendineuses. Romain, il a une question concernant les tendinopathies calcifiantes des fibulaires. Si vous pouvez en dire quelques mots. Ouais, alors ça c'est le stade ultime, Donc ça peut arriver mais c'est plus dans les tendons qui sont opérés à des âges qui, à mon sens, peut-être ne nécessiteraient peut-être plus d'opération. Je sais pas. Mais
a priori, c'est quand même souvent des tendons dégénératifs. C'est le tendon de la soixantaine. C'est celui qui est finalement près de la rupture et ça va être difficile de faire quelque chose. Alors, si c'est juste une calcification intratendineuse, comme le tendon d'Achille, où on a des calcifications intratentineuses, si la douleur impose une chirurgie, bon, eh ben, on peut aller l'aborder, on fait une ouverture intratendineuse et on va essayer d'enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le problème, c'est qu'est-ce qui va rester après cette réparation, après cette ouverture digastrique du tendon. Est-ce qu'il va falloir ensuite les mettre bord à bord? Est-ce qu'il va falloir les suturer entre eux? Il y a une série de Wapner qui est publiée, qui décrit des, chirurgies en 2 temps, où on va raiser une partie du tendon, mettre une tige de Hunter comme dans la main pour vider la gaine. Il faut faire attention à ce qu'on va créer comme symptôme et ce qu'on veut promettre à notre patient comme résultat. Mais effectivement, c'est souvent les tendinopathies, à mon sens, qui sont plus chez la personne, on va dire pas âgée, mais on va dire chez les seniors, plus que le jeune femme. Johan ensuite. Bonjour. Faut-il une grosse résistance pour une luxation des fibulaires, car dans les entorses fraîches, il peut y avoir une certaine sidération liée à la douleur ou au traumatisme? Une grosse résistance, Oui, une grosse résistance. Une grosse résistance à la douleur. Alors, faut-il une grosse résistance pour une luxation des fibulaires? Alors, je sais pas s'il manque un mot là. Je pense qu'une grosse résistance pour effectuer une luxation des fibulaires. Non, il ne faut pas forcément une grosse résistance. Des fois, il suffit pas grand-chose. Et des fois, c'est un surmenage chronique. Une gouttière insuffisamment creusée, elle va détendre de manière chronique par hypersollicitation le rétinaculum. Et puis, au bout d'un moment, le rétinaculum, sur une petite accélération, hop, il peut claquer. Ça, c'est parce qu'il y a une lésion chronique du rétinaculum qui peut justement lui être un facteur osseux mécanique. On a des fois, on avait eu le cas d'un skieur qui, lors d'un départ de ski, avait lors du départ luxé des tendons dans les 2 chaussures de ski. Parce que au départ, il avait fait une hyperflexion dorsale et 4 tendons qui passaient. C'est pas forcément si c'est la question, en tout cas, c'est pas forcément des traumatismes avec une haute énergie. Ça peut être des petits mécanismes, ça peut être une simple entorse. Et c'est pour ça que des fois, ces gens-là consultent aux urgences en disant j'ai une petite entorse, j'ai trébuché dans le trottoir, et puis en fait, c'est une question de forme. Ensuite, on a Yannick, qu'on salue cordialement, qui nous demande ce que vous pensez du travail excentrique des fibulaires dans le cas des tendinopathies non fissuraires. Eh ben, je suis bien d'accord avec toi. Mon ami, il est d'accord aussi. C'est-à-dire que je pense que c'est fondamental dans les pathologies non fissuraires d'aller travailler en kinésithérapie, ça c'est fondamental. En excentrique, je pense que ça a un intérêt, et d'autant plus dans les pathologies non fissuraires d'insertion. On a de temps en temps quand même des patients qui nous sont adressés pour des tendinopathies du court fibulaire, par exemple, d'insertion sur la malléole, sur la cheville du 5e métatarsier. Pour moi, ça c'est absolument pas accessible à la chirurgie, même si c'est une fissure d'insertion. Là, on n'est plus sur une pathologie fissuraire du corps, hein. On est vraiment sur une pathologie fissuraire d'insertion. Là, le risque, c'est la rupture post-interventionnelle. Et je pense qu'effectivement, dans ces cas-là, c'est fondamental d'aller travailler en excentrique. Ce qui est difficile d'ailleurs, hein, de travailler en excentrique sur un fibulaire, c'est-à-dire d'être vraiment exclusif sur un court fibulaire en excentrique. Bon, mais en tout cas, dans le domaine professionnel, je pense que c'est fondamental. Oui, il complète sa question, Yannick, en demandant à partir de quand on peut les solliciter après chirurgie de luxation. Ah, mais après chirurgie de luxation, c'est autre chose. Oui. Après chirurgie de luxation, eh ben, une fois qu'on aura décidé déjà de commencer le travail kinésithérapie, moi, à mon avis, avant un mois, pardon, lorsque c'est une luxation, hein, c'est pas pareil. Oui, là, il parle de chirurgie de luxation. Ouais. Donc, quand on veut, donc, déjà, pour moi, la kiné en actif, elle ne doit pas commencer avant un mois post-opératoire. On veut quand même que
les tendons, ils restent en arrêt de la malléole latérale. Et une fois qu'on aura passé le phénomène inflammatoire, une fois que la chimie n'est plus douloureuse, eh ben, on peut se poser la question de travailler en excentrique. Mais là, c'est pas encore, là encore, c'est un travail en excentrique qui va pas être là pour faire travailler le tendon en lui-même dans la cicatrisation. C'est pas la même chose que le travail en excentrique sur une tendinopathie d'insertion sur la base des symptômes métatarsiens. Alors ensuite, Andrea, quel laps de temps entre la phase aiguë et l'opération... Alors, quel laps de temps entre la phase aiguë et l'opération il faut laisser? Et est-ce que c'est la répétition de tendinopathie qui oriente vers l'opération après imagerie? Alors, c'est un peu compliqué cette question. Il y a que la question, c'est en fait quand est-ce qu'il faut les opérer? Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, en gros, on a trois cas de figure. On a la tendinopathie douloureuse, inflammatoire, peu importe si elle est fissuraire ou non, il faut essayer de la refroidir. Donc, on va la refroidir. On l'immobilise souvent, hein, c'est-à-dire pas de kiné. J'en ai eu un symptôme tout à l'heure qui avait 3 semaines d'immobilisation. Déjà, on n'a plus de douleur. En tout cas, on n'a plus la cheville inflammatoire avec cet œdème volumineux en rétromalléolaire. Ensuite, on va travailler en physiothérapie, on va travailler en physiothérapie, et on va voir comment ça évolue. Si le patient il a une fissure qui est non douloureuse et pas instable, je dirais qu'il faut surveiller, mais on n'est pas obligé d'aller opérer. Le non fissuraire, je pense vraiment qu'il faut tout faire pour ne pas l'opérer. Et alors, la pathologie puissante, il n'y a pas de délai. Hein. La pathologie puissante, que ce soit aiguë ou chronique, il faut aller remettre le tendon en arrêt de la malléole latérale. J'espère avoir répondu à la question. Alors, JP nous demande, est-il possible de voir un tendon avec une fissuration qui disparaît, avec du repos suffisant par exemple, ou est-elle définitive? Eh ben, à mon sens, c'est possible. Je pense bien que ce soit possible. C'est pour ça qu'il faut attendre un minimum. Il faut surveiller le malade, euh, avoir une évolution de 3 à 6 mois, on dit classiquement, avoir une bonne évaluation d'imagerie de la fissure, si c'est une énorme fissure ou si c'est une petite fissure. Il y en a certains qui décrivent par des examens successifs l'impression d'avoir une fissure qui a disparu. C'est difficile d'avoir une belle reproductibilité des examens. Mais là, encore une fois, c'est la clinique qui prime. C'est-à-dire que si vous avez des examens qui montrent que finalement la fissure a disparu et que votre patient est venu me demander si tout va bien finalement, ben là, il n'y a plus d'intérêt d'aller l'opérer. C'est pas une épée de Damoclès en disant attention, si on n'opère pas la fissure, ça va se remonter. De toute façon, si on est au stade de la rupture, a priori, il persistera les douleurs. Donc, il faut vraiment prendre le temps de réexaminer les gens, de réexaminer les patients, de voir comment ils se comportent. Est-ce qu'ils sont insuffisants? Est-ce qu'il y a un barré dynamique lors de la marche? Est-ce qu'il y a une douleur? Voilà. Et effectivement, si on fait des imageries successives, bah, c'est possible, à mon sens, qu'il y ait certaines petites lésions qui ne sont pas des lésions complètes et qui ne sont pas des lésions transfixiantes du tendon qui peuvent se faire. En tout cas, sur les tendons qui ne sont pas vraiment dégénératifs. Comme on l'a dit tout à l'heure, sur l'image de la fissure, à mon avis, ce type de tendinopathie fissuraire, avant qu'elle cicatrise, je ne vois pas comment c'est possible. Alors, a priori, il n'y a plus de questions pour le moment. Si jamais vous en avez, c'est le moment ou jamais, j'ai envie de dire. Un petit mot sur la programmation. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres sessions d'académie d'HI de prévues là pour l'instant. Dès que la programmation pour la fin de l'année sortira, vous en serez informé en temps et en heure par mail. Donc a priori, ça a l'air d'être bon pour les questions. Donc il ne nous reste plus qu'à remercier tous les participants. Vous étiez encore nombreux ce soir et ça me fait vraiment plaisir. Je remercie évidemment Dr Grasset pour son intervention, qui a beaucoup de commentaires très positifs. Et puis il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Eh ben, merci. Hein. Merci à la communication et puis à l'année prochaine alors. Très bien. Et ben bonne soirée à tous.